Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le webinaire Sport et développement durable, organisé conjointement entre Joiny et Match for Green. Je suis ravie d'organiser ça en cette journée mondiale du climat et ravie aussi d'être accompagnée d'experts du domaine qui vont intervenir sur plein de sujets. Ça va être super intéressant. Peut-être pour commencer, je vous propose qu'on fasse un tour de table individuel pour se présenter un petit peu à tout le monde. Et voilà, je vous laisse commencer. Peut-être Charles. Moi, je laisse la parole à Léa. C'est Léa Vas-y. qui démarre. J'en étais sûre, mais non, honneur à toi, Charles. Je suis ravie de te laisser la parole. Bon, du coup, je me présente. Je m'appelle Charles Rougier, j'ai 31 ans et je fais partie du mouvement Match for Green depuis son démarrage de juin 2020. Et je suis en charge du développement de ce mouvement qui est un mouvement construit et réalisé au service d'un sport plus responsable. Du coup, j'enchaîne. Je suis Léa Baudot, je suis chargée de développement chez Match for Green. Je fais partie aussi du groupe de citoyens du sport qui ont créé ce mouvement. Et je suis ravie d'être parmi vous et surtout d'accueillir Julien Gambier, qui est l'un des apprenants de notre promo 1 avec son club de Saint-Marcel-Vernon. Je te laisse te présenter, Julien. Ouais, merci Léa. Julien Gambier, donc je suis le manager général du Saint-Marcel-Vernon Handball. Et par Arnaud Gandé, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce qu'était effectivement Match for Green et puis d'accéder à la formation Match for Green, d'où ma présence aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à notre expert Didier du coup. C'est donc à moi. Bonsoir. Il paraît que j'ai été catalogué comme précurseur du sport éco-responsable, voire préhistorien du sport éco-responsable. Donc, je me suis attaqué à ces problématiques il y a plus de 20 ans, à l'époque où ça ne voulait absolument rien dire dans le monde du sport. Donc, j'ai acquis une certaine expérience dans les discours qu'il faut peaufiner pour convaincre des gens qui ont décidé de ne pas être convaincus à la chose écologique. Donc j'ai commencé par créer un événement sportif éco-responsable, les Jeux mondiaux de l'environnement qui sont ensuite devenus les Eco Games. J'ai créé une association qui s'appelle Un sport vert pour ma planète. Et voilà, j'ai bourlingué pendant 20 ans dans l'univers du sport pour essayer de convaincre l'ensemble de ces acteurs de virer du côté vert de la force. Et plus récemment, j'ai créé une entité qui s'appelle Colibri et compagnie, qui porte très très bien son nom. Je fais de ma part au quotidien pour essayer de faire en sorte que l'ensemble de l'écosystème sport devienne plus éco-compatible chaque jour. Ok, merci beaucoup à tous pour votre présentation. Je vais peut-être vous donner un peu le déroulé du webinaire. On va commencer d'abord par une rapide présentation du coup de Match for Green et de Johnny pour vous dire un peu ce qu'on fait et pourquoi on est là aujourd'hui. Et puis ensuite, je laisserai la parole du coup à Didier qui nous présentera un peu, qui nous fera un retour sur cette journée mondiale du climat et qui nous présentera des constats faits dans l'écosystème du sport et puis des axes de développement aussi à mettre en place dans les structures sportives. Ensuite, Charles et Léa nous présenteront un peu les objectifs et ce que fait concrètement Match for Green. Et Julien nous fera un petit retour d'expérience sur ce qu'il a pu mettre en place dans son club et comment se passent du coup ces formations Match for Green. Et puis ensuite, je vous dirai un peu comment Joiny s'imbrique dans ce projet-là et qu'est-ce que notre solution apporte au club en fait dans ce domaine-là. Et on finira du coup par une session de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra à la fin si on a assez de temps. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Du coup, Charles et Léa, je vous laisse un peu présenter Match for Green. Oui, alors moi je vais peut-être raconter la jeunesse du mouvement et puis Léa présentera un peu le contenu et ce que l'on propose de manière concrète aux clubs qui sont adhérents au mouvement. Donc moi, Léa et moi, on a une particularité, un point commun, c'est qu'on vient d'un même club, le Paris Volley, avec Arnaud Gandet qui est président du mouvement Match for Green. En fait, la jeunesse de Match for Green, elle vient de ce club qui,
en 2019, a eu cette volonté de mettre en avant des sujets liés au développement durable au sein de sa structure sportive, de son club professionnel, et de vouloir avoir un rôle sur son territoire. Et donc, à travers différentes actions durant plusieurs mois, le club s'est investi dans une pratique, dans une dynamique éco-responsable. Et le club a été confronté à certaines problématiques liées à un manque de connaissances, à un blocage lié parfois à l'investissement, à communiquer toutes les actions qui étaient faites auprès de sa communauté. Et donc, partie de ce constat-là, et puis de tout ce qui était mené en parallèle par les institutions publiques, le ministère des Sports, avec cette fameuse charte qui a été construite et qui a été demandée au club de signer, on s'est rendu compte qu'il y avait un patch entre les deux, c'est-à-dire l'information institutionnelle et puis ce que nous, on vivait au sein des clubs. Et en fait, cette passerelle, c'est finalement l'accompagnement. C'est la formation, c'est donner de l'information aux clubs qui souhaitent agir. Et donc, très rapidement, au printemps dernier, il y a eu un fait majeur que l'on a tous vécu, ça c'est un point commun, c'est le Covid et ce confinement, une période de réflexion où il fallait remettre des bases sur nos rôles en tant que responsables de club. Et donc, en parallèle du Paris-Vélo et de l'expérience qu'il y a eu, en fait, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place avec Arnaud, Léa et d'autres personnes pour construire un mouvement au service des organisations, des clubs, pro et amateurs, pour une dynamique et un sport plus responsable. Et donc, de fil en aiguille, au bout des semaines, des mois de réflexion, de travail, de savoir ce que voulaient vraiment les clubs et surtout de quoi ils étaient capables de faire et puis en mesure de pouvoir réaliser, eh bien, on a construit un programme d'accompagnement et de formation d'un volume de 68 heures sur des thématiques qui sont liées à l'univers et à l'écosystème du sport. Parce que finalement, ce n'est pas très simple quand on pense développement durable et puis le sport. Didier, tu es celui qui va nous l'expliquer le mieux. D'un point de vue extérieur, quand tu ne connais pas, tu peux te dire que ce n'est pas très compatible. Et puis en fait, quand tu te mets à la place des structures, et puis quand à l'appui et l'aide d'experts du sport et du développement durable, comme Didier et comme d'autres personnes qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner dans ce programme-là, on a réussi à créer un mouvement où aujourd'hui, c'est 50 clubs qui sont formés presque au quotidien à la bonne pratique d'un sport plus responsable. Si du coup je peux compléter ce qu'a dit Charles, notre objectif était très clair, c'était de rassembler, fédérer tous les acteurs du monde du sport autour des valeurs et des enjeux du développement durable, comment les accompagner à changer leurs bonnes pratiques, tout ça autour de la formation. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a donc une promotion qui a été lancée en février dernier où les 25 premiers clubs terminent leur formation, dont fait partie Julien Gambier. Au mois de décembre, ils terminent leur formation au mois de décembre. Et on a une seconde promotion de formation qui a commencé en juin dernier et qui terminera en juin 2022. Notre objectif, après cette première année d'expérience aussi et de retour des 50 clubs qui ont fait partie de cette aventure, de ce début d'aventure, c'est que on a aussi une importance de rassembler, d'animer, de sensibiliser tous ces valeurs et ces enjeux autour d'un mouvement, d'une communauté. Et donc, on pense que chaque citoyen du sport doit aussi être un porte-parole, un relayeur des initiatives que lui-même fait sur son territoire. Et c'est pour ça que Match for Green veut et a la volonté d'être un mouvement et une communauté. Bien sûr, on continuera à former les clubs à partir de 2022. Toutes les organisations sportives qui souhaitent rejoindre le mouvement pourront se former autour de toutes les thématiques du développement durable qui vont des thématiques qui sont souvent les plus prisées sur la gestion et la valorisation des déchets, la mobilité, jusqu'à comment organiser un événement éco-responsable, comment communiquer et comment construire une stratégie RSO. Enfin, on a essayé de donner une nouvelle version de notre parcours de formation qui vous sera dévoilée en 2022, premier trimestre 2022, qui répond aux problématiques et aux attentes aussi des premiers clubs dont fait partie Julien Gambier. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation hyper intéressante de Match for Green. Moi, je vais vous
vous présenter rapidement du coup Journey pour les personnes qui ne connaissent pas. Journey, c'est une startup en fait qui a été créée en 2014 et qui a créé une solution qui permet en fait aux associations une solution donc, de gestion associative 100% digitale qui permet aux associations de proposer aux adhérents ou aux membres l'inscription ou le paiement en ligne. Donc, pour tout type d'inscription, ça peut être les adhésions, les prises de licence, mais ça peut être aussi des inscriptions pour les stages, les tournois, les compétitions, etc. Et on propose aussi la création de collectes de dons et de boutiques en ligne personnalisées donc aux couleurs des associations. L'objectif de cette solution, c'est l'objectif principal, en fait, c'est de faire gagner du temps vraiment aux dirigeants et aux bénévoles dans leur quotidien et éviter tout ce qui est tâches chronophages, traitement des formulaires d'inscription, courir après les chèques, etc. L'objectif, c'est vraiment de faciliter le quotidien des bénévoles et des dirigeants, mais aussi des adhérents qui n'ont plus besoin de se déplacer pour s'inscrire ou d'imprimer tel ou tel formulaire, etc. Donc vraiment, l'objectif est de simplifier la vie de club. Voilà pour ce qui est de Johnny. Je laisse la parole à Didier, peut-être, pour tout ce qui est constat dans l'écosystème sportif et puis peut-être axe de développement aussi à mettre en place dans les structures sportives. Oui, là, c'est un programme qui pourrait durer 70 heures à lui tout seul. Donc, je vais essayer de tailler dans le vif. Déjà, replacer cette journée mondiale du climat dans le contexte, le contexte global qui est celui de la multiplication de ces journées. Alors, on peut s'interroger sur le fait de donner un coup de projecteur pendant 24 heures sur une thématique et puis après passer à autre chose. Bien évidemment, on n'est pas là pour parler de la journée mondiale du climat, mais de tout ce qu'il faut faire au quotidien dans les jours, les mois, les années et décennies qui viennent pour limiter la casse. Le contexte est simple, au même titre qu'il y a eu la création d'une journée mondiale de l'environnement, qu'il y a eu Earth Hour créé par le WWF, il y a eu la création de cette journée mondiale du climat. Pour quelle raison? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un emballement climatique observé depuis quelques décennies et qui s'accélère de manière exponentielle. La courbe d'exponentialité, c'est une horreur. Quand on regarde, on se demande où on va. Enfin, on va dans le mur. Enfin, on ne va pas dans le mur, on va dans le plafond, en fait, puisque l'exponentialité, c'est vertical. Et en fait, c'est lié à la multiplication des activités de l'homme, que ce soit en matière d'industrie, de transport, de consommation, etc. En fait, on se rend compte qu'on émet ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre, ce sont des particules qui ont cette particularité de réchauffer l'air. Alors, super, on aura des mois plus chauds, à une époque où on avait froid, etc. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, des calculs ont été faits, que l'ensemble de ces activités risquaient à l'horizon 2050 ou 2100 d'augmenter la température moyenne sur Terre, qui est de 14 degrés et demi à peu près, de 2 degrés, 2 degrés et demi, voire 3, voire 4, voire 5, selon les scénarios les plus catastrophiques. Et en fait, c'est, pour vous donner une idée, 2 degrés, 2 degrés et demi, c'est à peu près l'augmentation moyenne de température qu'a vécu la planète depuis la période de déglaciation. Donc, en fait, on est en train, en quelques dizaines d'années, d'échauffer la température moyenne de la Terre autant que dans les millions d'années qui ont précédé. Donc, il y a un problème de fond qui se caractérise par un certain nombre d'événements climatiques très importants qui sont certes l'augmentation de la température moyenne, mais qui implique une diminution de la quantité d'eau douce qui est stockée sur la planète, sur les glaciers, qui se traduit par une eau douce qui est de moins en moins disponible et qui est polluée de plus en plus tôt, qui se traduit par une performance générale, une santé générale des habitants de cette planète qui se dégradent à cause de la pollution de l'air, à cause des températures suffocantes et l'effet que dans les villes, on a créé des conditions d'artificialisation des sols et de zones où la chaleur est conservée, je pense au bitume notamment. Et donc, c'est une accumulation de facteurs qui font que la vie sur Terre aujourd'hui est de plus en plus dramatique. Pour replacer cette journée mondiale du climat dans son contexte global, c'est à repositionner aussi par rapport à deux textes fondateurs
qu'il faut avoir en tête. Le premier de ces textes fondateurs, c'est les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. En 2015, les Nations Unies, vous savez, c'est cette organisation qui rassemble 200 pays sur cette planète et qui essaie ensemble de prendre des décisions et de mettre en œuvre des politiques qui soient pour le bien et le mieux commun. Cette organisation des Nations Unies, en 2015, a identifié 17 objectifs de développement durable, parmi lesquels le numéro 13, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il y en a tout un tas d'autres, hein. C'est la faim zéro, c'est l'égalité homme-femme, etc. Mais il y en a un spécifiquement dédié à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est bien l'identification d'un problème majeur contre lequel il faut lutter. La même année, en France, a été signé un accord historique qui sont les accords de Paris, en fait. Et en quoi ces accords nous intéressent? Parce que ce sont les premiers accords mondiaux qui se fixent un objectif qui est de limiter le réchauffement climatique à 2,5 degrés, idéalement à 1,5-2 degrés. Enfin, bref, chaque COP qui s'enchaîne depuis 2015 nous montre que ça va être difficile à atteindre. N'empêche que cette COP 2021 qui a été signée à Paris en décembre 2015 s'est fixée comme objectif de décarboner en fait nos activités, c'est-à-dire de ne plus recourir aux énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz, le charbon, entre autres, et de recourir de plus en plus aux énergies dites alternatives, aux énergies durables que sont l'éolien, le solaire, la biomasse, etc. Donc ça, ce sont des énoncés politiques. La problématique, c'est comment mettons en œuvre concrètement ces choses-là, et on se rend bien compte que chaque COP qui s'enchaîne, on vient d'en vivre une à Glasgow il y a quelques semaines, nous montre bien que ce n'est pas si facile que ça et qu'il y a toujours de bonnes raisons de ne pas appliquer les textes à la lettre comme on les avait imaginés en 2015 à Paris. Donc il y a un problème. Et ce problème, la journée mondiale du climat, elle n'a pas été créée en fait par des gouvernements, elle a été créée par des ONG. Comme Earth Hour avait été créé par le WWF, parce que comme nos gouvernants ne font pas le boulot, il faut qu'on le fasse à leur place. Donc on essaie de multiplier des initiatives de sensibilisation et de passage à l'action. Donc voilà le contexte global d'un panorama qui n'est pas très reluisant, qui nous conduirait à l'optimisme, au pessimisme, si on n'était pas condamné à l'optimisme, parce qu'autrement, comme je le dis assez fréquemment et dramatiquement, on n'a globalement plus qu'à se tirer une balle dans la tête si on s'en tient à la situation actuelle et au fait qu'assez peu de nos gouvernants ont l'air enclins à prendre les mesures qui s'imposent pour limiter contre ce réchauffement climatique. Donc ça, c'est pour le contexte global. Donc si j'ai bien compris ta question, Julie, il y a un deuxième volet à cette question qui est quel rapport tout cela a avec le sport. Donc effectivement, le sport est concerné par les problématiques de réchauffement climatique de deux manières. Il est concerné parce qu'il est victime de ce réchauffement climatique et il est aussi concerné parce qu'il est coupable. Alors il est victime en ce sens que ce sont tous les terrains de jeu du sport qui sont affectés par le réchauffement climatique. Les exemples concrets, les infrastructures sportives qui ont été construites pour beaucoup en France dans les années 60, 70, 80 n'ont pas été prévues pour des températures plus importantes. Donc, se posent des questions de conditionnement de l'air, etc. L'air conditionné, ce n'est pas génétiquement programmé comme aux États-Unis. Nos infrastructures ne sont pas étudiées pour ça. Donc, on meurt de chaud dans les infrastructures sportives françaises statistiques dès que les beaux jours arrivent. L'air devient irrespirable. C'est un air chaud qui fait que le nombre d'heures et de journées de pratique des pratiquants et sont limités. Qui dit réchauffement climatique dit élévation du niveau des océans. Alors, je ne rentre pas dans le détail physique, mais en fait, quand vous chauffez un liquide, eh bien, il y a, pour une quantité de liquide donnée, son volume est plus important. Donc, le niveau, au-delà du fait que les glaces fondent et élèvent, contribuent à l'élévation du niveau de l'eau, il y a aussi le fait que l'eau a un plus grand volume lorsqu'elle est chauffée. Donc, ça a un impact direct sur toutes les infrastructures sportives qui se trouvent notamment en bordure d'océan. Donc, on pense à toutes les structures côtières, les écoles de voile, le canoë-kayak, tout un tas de clubs qui vont être relocalisés, qui doivent être relocalisés à l'intérieur des terres. D'autres
Un autre exemple qui est un exemple vraiment qui fait peur, hein, c'est l'exemple des sports d'hiver. Les sports d'hiver, c'est très simple, hein. Il y a 151 ou 152 stations de ski de sports d'hiver en France. En 2050, il n'y en aura peut-être plus qu'une cinquantaine qui seront en exercice parce que toutes les stations de basse et de moyenne altitude devront mettre la clé sous le paillasson parce qu'il n'y aura plus de neige. Donc, vous le savez, il y a d'abord eu, juste pour vous donner un chiffre, hein, le manteau neigeux a diminué de 50 cm en 50 ans. Donc, voilà, très concrètement, donc on n'est plus dans une logique de sport d'hiver avec les stations de montagne aujourd'hui, mais on essaie de repenser la manière dont le sport doit être réorganisé. Et c'est pour ça qu'on commence à voir apparaître pour l'instant du VTT avec des gros pneus, là, vous savez, du winter VTT. On voit apparaître des pratiques comme la randonnée, etc., qui sont des pratiques qui peuvent être pratiquées quand il y a de la neige et quand il n'y en a pas. Donc, en fait, on voit se multiplier des piscines, on voit se multiplier des installations, les télésièges où on peut accrocher son VTT, etc. Tout simplement parce qu'il faut réorganiser, en fait, l'ensemble de l'écosystème sport pour s'adapter à ce réchauffement et à ces dérèglements climatiques. Donc, ça, c'est pour le côté victime. Maintenant, on va parler du côté coupable, parce que le sport est responsable, au sens coupable du terme, de contribuer à ces dérèglements, à ce réchauffement climatique. Pourquoi ? Je vais vous donner quelques chiffres comme ça, pas tout à fait au hasard. Quand vous organisez un grand événement sportif de type Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de football, eh bien, à la louche, c'est entre 2,5 et 3,5 millions de tonnes équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça ne vous parle pas parce qu'on ne peut pas palper des gaz à effet de serre comme on peut quantifier une canette de soda ou une bouteille plastique qu'on voit sur une plage. Mais c'est très concrètement contribuer au réchauffement climatique d'organiser des événements sportifs. En plus, le problème du sport, c'est que si vous prenez juste l'exemple de la France, il y en a 2,5 millions qui sont organisés en France chaque année, soit 50 000 par semaine. Donc, c'est autant d'occasions de générer des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au dérèglement climatique. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais quand vous produisez du déchet, je prends l'exemple des 4 plus grandes courses à pied parisiennes qui produisent à elles seules 1,1 million de bouteilles plastiques, enfin de déchets issus des bouteilles plastiques sur les ravitaillements. Eh bien, il a fallu en fait produire ce plastique. Donc, en fait, on consomme du plastique. Donc, comme il y a de la demande, eh bien, l'offre va augmenter en regard. Donc, on incite les minéraliers à continuer à produire, à générer du plastique pour mettre à disposition des organisateurs d'événements sportifs. Et ensuite, ces déchets, il faut en faire quelque chose. Donc, dans le meilleur des cas, on les recycle, ce qui génère des émissions de gaz à effet de serre pour le recyclage, voire on les incinère dans le pire des cas, et ça génère encore des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, voilà. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais j'en prendrai un quand même qui est la digitalisation en fait du monde du sport, puisqu'on est avec le partenaire Johnny qui est sur une logique de digitalisation également. Il faut se poser la question des limites de la digitalisation et du côté énergivore de cette digitalisation. Et effectivement, dans les modèles à développer, il faut que les modèles soient économes sur le plan de l'énergie qui est nécessaire pour mettre en place les dispositifs qu'on met en place. C'est-à-dire que quand, par exemple, on dématérialise la communication ou les procédures d'inscription dans un club sportif ou un événement sportif, il faut se poser la question, c'est pas du tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure où il vaut mieux imprimer que digitaliser ou pas. Donc, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est un rapport de 1 pour 7, un petit peu comme les éco-cups, quoi. L'éco-cup, s'il ne sert pas au moins 7 fois, il vaut mieux un gobelet à usage unique qu'un éco-cup. Donc, ça veut dire que l'éco-cup dont on se sert qu'une seule fois, c'est une catastrophe environnementale, quoi. Vous voyez, donc tout n'est pas si simple. Mais bref, le sport contribue de manière extraordinaire au réchauffement climatique. Donc, la problématique, elle est là. C'est que le sport est dans cette situation, est à la convergence entre deux lignes de force contradictoires, et ce sont deux bonnes raisons pour le sport de se prendre par la main, de se remonter les manches et de contribuer à faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs soient plus éco-responsables dans l'avenir. Et Match for Green, pour ne prendre que cet exemple-là, mais qui est central ce soir, eh bien, est un des acteurs qui permet de faire prendre conscience aux acteurs du sport des impacts du sport sur l'environnement et d'accompagner ces acteurs pour que leur pratique au quotidien soit plus éco-compatible et plus éco-responsable dans les années qui viennent. Je m'arrête là-dessus, je reprends ma respiration et on enchaîne.
Merci beaucoup Didier, c'était hyper intéressant et j'espère que certains ont appris plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses avec tout ce que tu viens de dire. Je laisse Charles et Léa un peu présenter les actions de sensibilisation et de formation que vous mettez en place avec Match for Green. Euh, oui, pareil, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Didier, et puis après Léa présentera parce que elle est aussi au cœur du dispositif sur la partie contenu et pédagogique. Ce que vient de faire Didier, c'est exactement le rôle en fait du mouvement Match for Green. Alors déjà Didier, impressionnant parce que tu avais 10 minutes, tu les as tenues à la seconde près, donc tout ça en condensé, c'est hyper intéressant. Euh, ce que vient d'évoquer Didier, notamment sur la partie organisation d'événements et notamment gestion des déchets, c'est un vrai point parce que je pense que toute organisation sportive, quel que soit son niveau, quelle que soit sa pratique, c'est un sujet, les déchets. Et le rôle de Match for Green, c'est déjà d'en faire prendre conscience. Permettre aux organisations de mesurer, voilà, de mesurer l'impact que les actions qu'ils mènent peuvent avoir sur notre écosystème et sur notre environnement. Et puis ensuite, la deuxième rôle de Match for Green, c'est, après avoir mesuré, c'est accompagner vers, entre guillemets, une tendance de réduction. Et donc, finalement, c'est de la formation. C'est à travers des outils pédagogiques qui ont été construits par des acteurs, je l'ai présenté tout à l'heure, des experts du sport et du développement durable, avec du contenu dédié et pensé pour les clubs. Julien nous en parlera tout à l'heure parce que Julien, tu es un club adhérent au mouvement Match for Green, tu as suivi ou tu es en train de suivre le mouvement et la formation. Et on espère, et c'est tout ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'est vraiment d'avoir du contenu pédagogique dédié pour des gens qui sont du milieu, c'est-à-dire du terrain. Donc voilà le rôle de Match for Green. On parle de déchets, mais il y a autant de problématiques qu'il y a de solutions, autant de solutions qu'il y a de problématiques. Et donc on peut parler des déchets, mais on peut aussi parler de la mobilité, on peut aussi parler de la gestion des équipements et du textile, la partie énergétique, la partie de l'eau, la gouvernance, l'inclusion. Tous ces sujets-là sont des sujets forts et qui sont dans le quotidien des clubs. Et je le rappelle, Match for Green a été pensé au départ par des hommes et des femmes qui font partie d'un club sportif qui est le Paris-Volley. Parce qu'on a, nous aussi, vécu ces choses-là quand on a été dans un mouvement ou dans un, on va dire, Didier, hein, dans un début de stratégie RSO. On ne l'avait pas évoqué et c'est grâce à la formation Match for Green que l'on met le pied dans le mot stratégie, donc dans le mot méthodologie. Et encore, on a encore plein de choses à construire, mais voilà le rôle du mouvement. C'est d'accompagner à travers de la sensibilisation, de la formation, et puis animation, on en parlera peut-être plus tard, mais Match for Green a un rôle de communauté aussi. Hein. La communauté de Johnny existe, celle de Match for Green aussi, et le partage entre les clubs, entre les hommes et les femmes qui ont envie d'avancer, aura dans les mois, dans les années, et puis on a un objectif 2024, hein, les JO à Paris, c'est aussi le rôle de Match for Green de créer un mouvement pour un sport plus responsable, c'est notre promesse. Si je vais pas rentrer je pense pas qu'il y ait besoin de rentrer sur chaque thématique, etc. Je pense que c'est important de comprendre aussi la philosophie et la promesse de Match for Green qui est de construire ensemble un monde du sport plus responsable. C'est-à-dire que, euh, comme l'a dit Charles, on est des citoyens du sport, ok, on fait partie du Paris-Volley, mais on est tous, en tout cas ceux qui font partie de la genèse du mouvement Match for Green, on est tous sportifs, plus ou moins sportifs, sportifs du dimanche ou sportifs en compétition. Euh, on est des convaincus qu'on doit agir et on a besoin d'être accompagnés et d'être formés par des experts comme Didier. On se rend bien compte que on n'a pas obligatoirement toute la méthodologie de réflexion et aussi toute la méthodologie d'outils que l'on peut mettre en place. Et c'est vraiment la problématique des clubs. On n'est pas là pour juger les clubs de c'est bien ce que vous faites ou c'est pas bien ce que vous faites. On est là pour les accompagner à court, moyen et long terme et à les former pour leur dire ok, peut-être que vous n'allez pas pouvoir agir tout de suite sur les déchets, mais en tout cas, essayer de comprendre le mécanisme qu'il faut mettre en place, de déjà avoir un état des lieux et de comprendre quels sont les types de déchets, un diagnostic, réussir à mesurer, à réduire et à vraiment déterminer tous les facteurs que l'on peut mettre en place et les leviers d'action
où le club peut agir tout au long de son projet. Est-ce que c'est à court, moyen, long terme? À quel horizon? Qu'est-ce qui est possible de faire à court, moyen et long terme? Donc vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner toutes les... Et là, on parle de club parce que c'était vraiment notre cœur de cible sur cette année. Mais on peut parler à tout type d'acteurs du monde du sport, que ce soit un comité, une ligue, un DOS, cross, fédération, n'importe quelle entité sportive euh, peut rejoindre le mouvement pour comme dirait Didier, sa contrepartie du colibri dans le monde du sport et en tout cas sensibiliser aussi son écosystème. Didier, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que je dis, par rapport au mouvement. Juste, je rebondis avant que Didier prenne la parole, juste pour que les personnes qui nous écoutent, qui font partie d'une organisation sportive, hein, sauf si je me trompe, Julie, mais comment on rejoint le mouvement? C'est important aussi de poser un cadre sur la formation, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Très rapidement, les clubs, tout type de niveau de club, donc pro, amateur, masculin, féminin, tout type de discipline sportive. On a des clubs de plongée, on a un club de handball, de foot, de rugby. Euh, Adhèrent à un mouvement sur le prix d'une cotisation qui varie entre 90 euros à 300 et quelques euros. Ça, c'est le schéma actuel. Et puis ensuite, ils rentrent dans un programme de formation à travers un outil qui a été, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, créé pour Match4Green et par Match4Green. Et donc, ils vont suivre tout au long de l'année, sur les 12 mois, des contenus de formation qui sont soit du e-learning, donc c'est une plateforme de formation Match4Green, estampillé Match4Green, qui a été validé et certifié par l'ADEME et qui a été construit par des experts, et sur 6 thèmes différents. Donc, c'est vraiment pour expliquer que on propose du contenu dédié au club tout au long de l'année, et donc ils peuvent venir récupérer du contenu pour ensuite le mettre en place sur le terrain au quotidien, et puis dans le contenu pédagogique. Donc, il y a le e-learning, et puis il y a aussi des moments de réunification à travers des classes virtuelles, des cas pratiques, où ils se réunissent et ils partagent. Et on en a encore vécu une avec Didier avant-hier, je crois. Et réunir les clubs et parler des problématiques des uns et des autres, bah, ça fait avancer tout le monde, quoi. Donc voilà, c'était juste pour remettre un petit peu de cadre sur le contenu pédagogique, pour que les gens puissent se projeter en disant, mais ouais, mais où est-ce que je me forme, quoi? Où est-ce que je suis sensibilisé? Ouais, moi, je voudrais juste revenir sur un point qui me paraît essentiel et il faut vraiment qu'on insiste dessus. C'est la jeunesse de Match4Green. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de concevoir la vie et le rôle qu'on a sur cette planète. Soit on regarde passer le train, soit on est dans le train, soit on conduit le train, quoi, en fait. Et en fait, avec Match4Green, c'est une initiative qui émane du monde du sport, de dire à un moment donné, bon, il y en a marre, quoi. Il y a des lacunes, notre système est lacunaire, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on ne sait pas comment s'y prendre, eh ben, rassemblons-nous et essayons de trouver des solutions ensemble. Et ça débouche sur un programme de formation qui a énormément évolué depuis sa version 1, pour répondre véritablement aux attentes des clubs, et aujourd'hui pas seulement des clubs, parce que j'aime à dire que en fait, au départ, ça part du Paris-Volley, puis c'est des clubs de volley, puis c'est des clubs de sport co, puis c'est l'ensemble des clubs. Et puis en fait, ça dépasse les clubs, il y a des comités, des ligues, des fédérations qui commencent à t'intéresser. Et en fait, c'est l'ensemble de l'écosystème sport qui dit, bah, finalement, il est super intéressant ce modèle, parce qu'il se met à notre niveau. Et ça, c'est un point qui est hyper important. Je prends très souvent c'est quasiment une parabole, cette grande étude qui avait été menée aux États-Unis il y a quelques années, et qui avait abouti à deux chiffres assez amusants. 17% des Américains s'intéressent à la science, 84% des Américains s'intéressent au sport. Et ce que moi m'a apporté cette étude, c'est qu'en fait, si vous voulez parler de réchauffement climatique, il ne faut pas demander aux experts du GIEC d'en parler, quoi. Il faut demander aux acteurs du sport. Parce que si on arrive à trouver un discours, le formatage au sport rend d'emblée plus digeste le discours sur le réchauffement climatique. Un expert du GIEC, c'est un expert du GIEC. Il va nous sortir des particules par million, il va nous sortir des courbes, etc. Le sportif, il rentre dans l'art, il a son discours, il a son approche, et on se comprend entre nous. Et tout le monde comprend le discours du sport, qui est un discours universel. Donc, la démarche Match4Green est géniale pour ça, parce qu'elle rend en fait audible, crédible, digeste, un discours qui est totalement indigeste s'il est produit par nos gouvernants ou s'il est produit par le monde scientifique.
C'est terrible ce que je dis, mais c'est vrai. Et et ça, je trouve génial parce que c'est pédagogique, c'est didactique. Et derrière, les gens comprennent ce dont il s'agit. Ils ont un problème, ils l'expliquent avec des mots que tout le monde comprend. Et je trouve que Match for Green, pour ça, l'écosystème Match for Green est absolument génial. C'est peut-être le moment de faire parler Julien, non? Exactement. Oui, c'est au tour de Julien de nous faire son petit retour d'expérience dans son club. Ouais, merci. Moi, je vais partir comme tout le monde de la genèse, en fait. C'est-à-dire que nous, on repart d'un travail d'écriture collaborative de notre projet associatif en début d'année 2020. Et puis, avant le Covid, donc finalement, ça a été bénéfique pour nous, ça nous a donné un peu de temps. Et puis, finalement, on part, nous, des problématiques, comme évoqué Charles tout à l'heure, plutôt de gouvernance. On a évidemment, comme pas mal d'assauts, des problématiques de gouvernance, de renouvellement, et puis il y avait une problématique aussi économique et financière. Et une fois qu'on fait ce travail d'écriture collaborative, évidemment, on ne peut pas le faire, et en tout cas partir sur un projet de gouvernance collaborative et coopérative sans parler de RSO, ça nous paraissait essentiel. Et à partir de ce moment-là, tombe dans des informations que je reçois, Match for Green. Je me dis, tiens, ça peut être vachement intéressant. En tout cas, ça fait partie de nos éléments de réflexion aujourd'hui, c'est-à-dire comment on construit un peu notre club de demain. Alors, on avait évoqué la gouvernance, le modèle économique, et on n'avait pas évoqué l'aspect social, sociétal, éco-responsable encore dans notre projet. Donc, on a adhéré au tout départ à l'association Match for Green en se disant, bah, tiens, on va participer au mouvement, en tout cas au moins à la réflexion, en se disant bah, il y a peut-être un lieu d'échange et d'information qui peut être hyper enrichissant, comme dans toute formation. Même si au départ, on n'avait pas intégré forcément la partie formation, mais comme dans tous ces projets-là, ou regroupement ou formation, finalement, c'est aussi l'échange de pratiques et l'échange culturel autour de nos pratiques qui nous permet voilà, d'avancer sur nos projets. Et puis, c'est proposer la formation derrière Match for Green à laquelle j'ai participé parcimonie avec quelques petites problématiques, mais qui en fait nous a permis dans notre réalité de construire notre projet RSO et surtout d'avoir des avis d'experts, mais qu'on pouvait utiliser dans notre réalité quotidienne en fait. Parce que finalement, ça nous paraît toujours vachement loin. On se dit toujours, bah, OK, être un club éco-responsable, pense au développement durable, il va falloir que je transforme mes bénévoles, mes salariés, je vais partir à la guerre. Et puis, finalement, il y a plein d'outils assez simples, assez concrets, de choses qui existent déjà, qui sont adaptées à notre réalité et qu'on a la possibilité de mettre en place. Donc évidemment, après, il ne s'agit pas de se dire, c'est comme toutes les COP dont parlait Didier tout à l'heure, c'est sans prétention de pouvoir tout changer du jour au lendemain. On sait qu'on fait de l'associatif, que ça peut parfois aussi être long dans les process, prendre du temps dans les modifications de certains comportements ancrés, mais en tout cas, de mettre les gens déjà de mettre l'ensemble d'une structure dans une logique, dans une projection et dans une ambition, qui est celle que de la responsabilité sociale, environnementale, bah, finalement, ça nous a permis de nous rassembler autour d'un projet commun un peu différent que le sport. En plus, nous, on avait cette difficulté que finalement, il fallait extrapoler la partie sportive, que le niveau sportif était la cerise sur le gâteau de tout le projet de structure. Il fallait qu'on remette cette force collective voilà, au cœur de notre projet. Et cet outil-là nous a permis enfin, en tout cas, la formation Match for Green, pardon, nous a permis de remettre ces enjeux-là aussi au cœur de notre projet et d'aller vers des discours et puis des projections différentes que juste celles du niveau sportif. Donc pour nous, ça correspondait très bien, en tout cas, à nos enjeux actuels. Et puis, ce qui est important, c'est que cette formation nous a permis déjà de rencontrer Didier, d'avoir son accompagnement d'experts, d'avoir vraiment ce suivi annualisé sur ce qu'on est capable ou pas de mettre en place dans notre structure, de l'adapter à notre réalité et voilà, et de partager vraiment les meilleurs projets, les meilleures idées
voilà, de ce qu'on est capable de transformer. Alors évidemment, comme je vous disais, c'est des choses qui prennent parfois du temps. On est aujourd'hui sur des appels à projets pour installer des cendriers pour recycler les mégots, enfin voilà, je veux dire, il y a plein de, c'est des petites choses au fur et à mesure, mais c'est des petites choses, comme le disait Didier tout à l'heure, Mme Léa Charles, où notre petit geste de demain sera peut-être au fur et à mesure intégré pour notre public, et qui est nombreux finalement, parce qu'en tant que club sportif, on est, peu importe notre niveau, finalement, on est au cœur d'une synergie énorme sur nos territoires. On rencontre des entreprises privées, on travaille avec des collectivités, on a du grand public, on a des licenciés, des jeunes, des vieux, voilà, donc des riches, des pauvres. Et puis finalement, cette mixité-là, elle nous permet, comme le disait Didier tout à l'heure, d'être, grâce au sport, en tout cas, au cœur voilà, d'un public très large et qui nous permet de passer un certain nombre de messages à n'en pas douter. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à rajouter. En tout cas, voilà, c'est une formation qui m'a beaucoup apporté, qui nous a beaucoup apporté dans notre travail vraiment d'écriture de projet. Et puis, pour revenir à la genèse, en fait, aujourd'hui, on est dans la création, en tout cas, on continue à réfléchir à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, ça revient à notre idée de gouvernance et de modèle économique. Voilà, on avance sur ce projet-là, et évidemment, notre projet qui est de réenraciner, si je puis dire, notre club sur le territoire grâce à des actions sociales, sociétales, éducatives, éco-responsables, mais c'est un sujet qui fait évidemment partie intégrante de notre projet de demain, et ça, peu importe le niveau auquel on est, voilà, chaque petite chose qu'on va faire va nous permettre de faire avancer, j'en suis sûr. Juste avant, Julie, que tu reprennes, Julien, tu peux nous évoquer un peu la relation avec la dimension sportive, parce que vous êtes quand même un club. Et quelles sont les actions que vous menez ou que vous souhaitez mener dans les prochains mois, dans les prochaines années, à travers le projet sportif? Est-ce que les joueurs et les joueuses, quel que soit leur niveau, sont impliqués dans cette démarche-là? Ouais, alors évidemment, comme pas mal de clubs, on a passé l'étape de la gourde, mais finalement, ça allait un peu plus loin que ça. Au-delà de la gourde, en fait, on s'est vite retrouvé confronté à des pratiquants qui voulaient pas de l'eau du robinet, qui du coup prévoyaient des bouteilles pour remplir leur gourde. Donc en fait, on était dans un effet vraiment négatif, comme Didier tout à l'heure, c'est-à-dire faire du digital, c'est bien, mais si c'est pour faire 3 fois plus de papier derrière, ça vaut pas le coup. Là, c'était un peu ça. Donc en fait, on est entré en contact avec une entreprise locale, finalement, en plus qu'on connaissait pas, qui met des purificateurs d'eau, en fait, qui installe des purificateurs d'eau chez des particuliers, et qui du coup nous a installé tout un système dans chaque gymnase pour purifier l'eau du robinet, et ça nous a permis de faire avancer un peu le sujet auprès de nos pratiquants, et donc de rencontrer une entreprise du territoire en plus, voilà, qu'on ne connaissait pas, de la mettre en valeur, de s'associer à elle dans le cadre de ce projet-là, et du coup de favoriser la gourde auprès de nos pratiquants sans qu'on ait quasiment plus de contraintes. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Je disais tout à l'heure, on est en train d'installer voilà, des récupérateurs de mégots, parce que les soirs de match, quand vous avez 800 personnes dans un gymnase, vous avez des mégots partout devant le gymnase. Je ne sais pas pourquoi ils ne se voient pas, mais vous êtes obligé de mettre des gyrophares dessus pour que ça se perçoit. Mais voilà, des petites choses comme ça. On a engagé le club aussi dans des choix plus responsables aussi, dans les circuits courts qu'on choisit sur tout ce qui est buvette, organisation des hospitalités. Voilà, on travaille avec des brasseurs locaux pour de la bière, on travaille avec des fournisseurs locaux pour nos chips, pour nos boissons gazeuses, pour plein de choses. Voilà, donc on a choisi des circuits courts, on travaille avec des traiteurs également en local. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. On est en train de travailler aussi sur un livret d'accompagnement des jeunes dans le cadre de l'école de handball, qui les suivent tout au long de la saison, avec à l'intérieur l'idée d'insérer un certain nombre de points essentiels autour justement de l'éco-responsabilité, c'est-à-dire comment favoriser le covoiturage, voire même des transports moins polluants. On travaille avec une société locale
de transport urbain sur la mise à disposition d'abonnements un peu moins chers dans le cadre des déplacements entre les salles. Voilà, c'est plein de petites choses qu'on arrive à construire au quotidien. Ça prend du temps, on n'a pas la prétention de dire que ça va changer tous les comportements du jour au lendemain, mais en tout cas, on a bien avancé sur ces sujets-là et on arrive à faire progresser aussi nos pratiquants et nos adhérents. Je voudrais rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire, Julien, parce que ça reflète assez bien l'état des lieux de la réflexion et de l'action sur le terrain au sein des clubs. Vous avez, de manière générale, les clubs commencent par des initiatives ponctuelles. Donc, ils font un peu de déchets, ils font du covoiturage, ceci, cela. Et puis, quel que soit l'entrée, leur mode d'entrée dans les problématiques de durabilité, se pose à un moment donné la question de la cohérence d'ensemble. Et donc, c'est remonter à l'étage au-dessus, c'est-à-dire passer du stade de l'initiative ponctuelle au stade de la stratégie. Et ce qu'apporte, entre autres, le programme Match for Green, c'est ça, c'est-à-dire une présentation qu'on veut la plus transversale possible de l'ensemble des problèmes de la durabilité dans et par le sport, qui fait qu'on peut, quand on est un club, quelque part s'évaluer. On est très bon dans tel secteur, on est super mauvais dans tel autre, etc. Mais surtout, dans un premier temps, on a un accès à l'ensemble des possibles. Et à partir de là, on peut se projeter dans le temps et dans l'espace et dire, ben voilà, ça c'est un quick win, on peut tout de suite le faire, et hop, c'est facile. Enfin, un truc simple, mais les déchets, c'est un truc facile. Le covoiturage, ça peut être un truc facile. Par contre, les filières d'approvisionnement du club pour changer les produits de la boutique, un peu plus compliqué parce qu'on a des partenaires, parce que ça risque de prendre 2, 3, 4, 5 ans. Mais quelle que soit la longueur du chemin et la difficulté à emprunter ce chemin, l'important, c'est d'avoir la vision d'ensemble et de s'organiser par rapport à cette vision, cette projection dans le temps. Donc, il faut la stratégie, donc il faut remonter de l'initiative ponctuelle à la stratégie, et ensuite, il faut projeter dans le temps cette stratégie, et c'est ce qu'on appelle les feuilles de route, quoi. Donc, le programme Match for Green, il sert à ça aussi, à organiser l'ensemble des possibles dans l'espace et dans le temps, pour donner une ligne de conduite à un club et lui donner des outils pour qu'il puisse mettre en œuvre cette évolution au fil du temps. Pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, dans chaque thématique qui est abordée dans le cadre de la formation Match for Green, il y a toujours un rappel sur la méthodologie, sur la façon de diagnostiquer les problématiques qu'on peut rencontrer, ou même s'il n'y a pas de problématique d'ailleurs, de diagnostiquer notre action actuelle sur l'environnement, et donc derrière de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre, enfin, de pouvoir se fixer un certain nombre d'objectifs et mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui s'évalueront dans le temps, comme tu disais, sur voilà, ça c'est du court terme, on peut y aller, ça c'est du moyen terme, on va prendre un peu plus de temps, est-ce qu'il faut créer une commission, est-ce qu'il faut engager aussi autour de ces projets-là, on ne peut pas y aller seul dans les clubs, ça c'est sûr. Voilà, vaut mieux avoir un petit groupe à mobiliser pour pas avoir la sensation de se battre tout seul, mais voilà, ça se fait vraiment, et à chaque fois la formation nous rappelle aussi à cette stratégie de projet finalement qui est adaptable à tout projet, mais voilà, d'évaluation, et la formation apporte vraiment ces outils-là, en tout cas, d'évaluation de la structure et de projection derrière sur des objectifs et des projets. Eh bien, merci à tous, c'est hyper intéressant, et je suis contente que vous soyez tous là pour nous expliquer tout ça, parce que je suis loin d'être une experte du développement durable, et c'est bien pour ça qu'on vous a tous invités là. En ce qui concerne Join.me, c'est vrai que c'est pas du tout notre cœur de métier, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise sur le bout des doigts, mais c'est vrai qu'on s'est rapproché de Match for Green du coup en début d'année 2021, c'est ça, parce que c'est quelque chose qui nous tient quand même à cœur. C'est des valeurs qu'on a tous en tant qu'individus au sein de Join.me. C'est quelque chose qu'on voulait du coup apporter aussi à nos clubs utilisateurs, comment leur faire prendre conscience qu'il était important maintenant pour des clubs de sport de se lancer vraiment là-dedans. Et nous, à notre échelle, on essaye d'aider déjà par notre solution qui permet de digitaliser l'ensemble des documents administratifs. Donc, ça fait moins de papier à utiliser, moins de déchets.
Parce que c'est vrai que moi, qui étais longtemps dans un club de handball, toutes les inscriptions étaient en format papier, donc que ce soit les prises de licence, la demande d'adhésion, le certificat médical qu'il ne faut pas oublier, les différents documents à imprimer pour l'inscription à la fête de Noël, à l'Assemblée générale, etc. Et si le papier finissait pas en boule par terre sur le parking du gymnase, il finissait au mieux sur le bureau des dirigeants qui, après avoir traité les différentes inscriptions, jetaient tout à la poubelle. Donc c'est vrai que ça fait quand même une grosse économie de papier de pouvoir tout digitaliser, en plus d'un gain de temps forcément pour les dirigeants et les bénévoles. Et pour en revenir à notre rapprochement à Match for Green, donc on est maintenant partenaire depuis quelques mois, et c'est un partenariat qui se déroule en plusieurs points. Déjà, on accompagne les clubs membres de Match for Green dans leur transition numérique en leur proposant du coup notre solution à un tarif préférentiel pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Joiny et dématérialiser totalement tout ce qui est gestion associative. À côté de ça, on les accompagne aussi sur leur gestion associative au quotidien en leur donnant plein de contenus pédagogiques qui vont les accompagner. Et puis, nous, on s'engage aussi auprès de nos clubs utilisateurs, donc qui ne sont pas forcément membres de Match for Green, à les sensibiliser justement à ce sujet à travers des contenus, comme par exemple ce webinaire ce soir, mais ça peut être aussi des contenus réseaux sociaux, des infographies, des livres blancs qu'on crée du coup en collaboration avec Match for Green. Et qu'on partage tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'on a des très bons retours là-dessus et c'est quelque chose qu'on va continuer encore dans les mois à venir. Donc voilà. Donc très contente d'avoir pu organiser ce webinaire et d'avoir pu vous donner l'occasion de vous exprimer à notre audience. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé. Je remercie aussi tous les spectateurs d'être venus. Je vois qu'on n'a pas de questions, donc ça veut dire que tout était clair. Je me permets, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que pour être dans la réalité du terrain aussi, comme tout le monde, c'est un enjeu aussi essentiel au regard des financements publics qui sont en train de chuter librement. Et les collectivités regardent aussi de plus en plus l'investissement des associations sportives dans ces projets-là, dans ces engagements-là, éco-responsables, sociétaux. Voilà, donc c'est aussi une façon de conserver en tout cas un lien fort avec ces collectivités, voire même ces partenaires privés dans certains cas. T'es en mute, Didier. Ouais. Désolé. Oui, on en parlait en réunion justement aujourd'hui, l'idée la question des modèles économiques et de l'éco-conditionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que dans la société, et notamment les pourvoyeurs de fonds, les collectivités territoriales ou les partenaires privés, sont de plus en plus exigeants en matière de performance environnementale, sociale, sociétale. Et donc, les clubs sont soumis à des clauses d'éco-conditionnalité de plus en plus fréquemment, selon le système de la carotte et du bâton. Hein. C'est-à-dire, si vous le faites ça, vous aurez une prime, ou si vous ne faites pas ça, on vous retire une partie de vos subventions ou de vos modes de financement. Donc, qu'on soit contraint ou forcé ou qu'on soit proactif sur ce dispositif, un club quel qu'il soit ne peut plus faire l'économie de réfléchir sur les problématiques de durabilité. Donc ça, c'est hyper clair, avec un retard historique de l'environnemental sur le social, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire que le social est ancré en fait dans les gènes du sport, alors que l'environnement, la réflexion sur les impacts environnementaux du sport est beaucoup plus récente. Et donc, il y a un rattrapage historique à effectuer. Et donc, les clubs de sport sont particulièrement sollicités sur les problématiques, notamment de déchets, puisque c'est vraiment une problématique centrale, mais pas que. Donc, tout ce qui relève de la protection de l'environnement est de plus en plus scruté par les gens qui financent le sport vis-à-vis des clubs, des entités sportives, quelles qu'elles soient, les clubs, comités, ligues, fédérations ou représentations sportives dans les collectivités territoriales.
Ça n'est pas parce que personne n'a levé la main ou personne n'a écrit quoi que ce soit dans le fil de discussion il est possible qu'il y ait des commentaires ou des questions éventuelles. Je ne sais pas, Julie, ce que tu en penses. On pourrait peut-être demander si quelqu'un a une question à poser ou un commentaire à Oui, donner. n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Pour l'instant, je n'en vois pas dans la petite bulle questions. Mais n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par la suite, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux respectifs et vous pouvez nous contacter, nous poser toutes les questions que vous voulez. Chacun se fera un plaisir de vous répondre. Donc surtout, n'hésitez pas. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Quelqu'un Bon, a autre chose à dire? du coup, nous, on te remercie, Julie. On remercie toutes les équipes Johnny déjà de nous faire confiance et de faire confiance au mouvement Match Foreign pour accompagner vos clubs dans la partie sensibilisation. Euh, Ouais. Alors, je te coupe juste, il y a une question qui vient d'être posée par Hugo. merci. Bonjour, merci pour vos éclairages. J'ai simplement une question concernant l'impact environnemental relatif entre le sport amateur et le sport professionnel. Y a-t-il des études sur ce point? Alors, je peux répondre. La réponse est oui. En fait, les impacts sont très différents et complémentaires. Les impacts du sport professionnel, je prends un exemple, un sportif professionnel peut émettre jusqu'à 150 tonnes équivalent CO2 juste pour ses transports sportifs. Vous soyez les Los Angeles Lakers en basket pro, vous soyez Rafael Nadal en tennis, ou un surfeur, sans citer de nom particulier, je pense à une surfeuse française. En fait, les impacts environnementaux liés au transport pour se rendre sur les sites de compétition sont monstrueux. Juste pour rappel, pour ne pas contribuer au réchauffement climatique, il faudrait que chacun d'entre nous vivant sur cette planète, nous n'émettions pas plus de 2 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Or, un aller-retour en avion pour aller au marathon de New York, déjà, c'est 2 tonnes. Donc, on est mal parti globalement. C'est pour ça que je vous renvoie à mon commentaire de début de soirée. Le sport est extrêmement émetteur de CO2. Et donc, les sportifs de haut niveau, donc juste pour leur transport sportif, peuvent atteindre 75 fois le plafond qu'ils sont censés ne pas dépasser pour contribuer au réchauffement climatique. Donc là, on est mal sur ce côté-là. Mais le sportif amateur, qui pratique à côté de chez lui, il a aussi son impact, mais par effet de nombre. C'est-à-dire que là où il y a assez peu de sportifs de haut niveau, il y a des centaines de millions de sportifs répartis sur la planète et qui ont chacun leurs petits impacts. Donc, par effet de nombre, si je peux me permettre la comparaison, le citoyen américain est extrêmement émetteur de CO2, 15 à 20 tonnes en moyenne par citoyen américain, par rapport au Chinois, qui lui n'a qu'une tonne ou une tonne 5 par habitant, sauf qu'ils sont 1,4 milliard, quoi. Donc, par effet de nombre, il y a cette compensation. Et le sport de haut niveau, pour vous donner un autre exemple, en période hors Covid, sur les Jeux Olympiques ou sur une Coupe du Monde de foot, ce n'est pas les équipes de foot et leur staff qui génèrent des impacts. En fait, c'est les spectateurs qui se rendent sur les manifestations sportives. Quand une Coupe du Monde de foot vend 3 millions de billets, voilà, c'est 2 millions de personnes qui se déplacent. Donc, par effet de nombre, le sport de haut niveau génère des impacts, mais en fait, c'est le sport amateur qui pourrait en être gratifié de ces impacts parce que c'est souvent les spectateurs sont souvent des amateurs de foot qui se rendent sur les sites d'un Euro ou d'une Coupe du Monde de foot, etc. Donc, vous voyez que les impacts sport amateur versus sport professionnel, ils sont tout aussi importants, mais pas pour les mêmes raisons. Si j'ai bien répondu à ta question, je crois que c'est Hugo qui posait la question. C'est ça. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On arrive au terme du webinaire. Il reste 1 minute. Donc, c'est parfait. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent pour ce soir. Et puis, j'espère qu'on pourra remettre ça une prochaine fois. Et j'espère que tout le monde a apprécié toutes les interventions de ce soir. Ah, si, j'ai une petite question. Ah non. Hugo répond, merci beaucoup pour cette réponse. Vous avez très bien répondu. Voilà. J'ai pas perdu mon temps, c'est super, je suis très heureux. Merci beaucoup. Non, moi, je voudrais terminer avec un mot important. J'ai commencé à parler d'éco-responsabilité dans le sport il y a plus de 20 ans.
Et à l'époque, j'étais vraiment tout seul, quoi. Tout seul. Et je vous promets que c'est une traversée du désert qui a duré près de 15 ans. Et il y a des moments où on se demande ce qu'on fait, à quoi ça sert, etc. Donc, si j'avais un message pour clore ce webinaire, c'est échangeons, rencontrons-nous, partageons nos bonnes et nos mauvaises pratiques, parce qu'ensemble, on est plus fort. Donc, s'il vous plaît, ne retournez pas dans votre coin pour revivre votre vie au quotidien. Il faut qu'il y ait un avant et après ce webinaire, un avant et un après nos rencontres, etc. Parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Didier, pour cette belle phrase de conclusion. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? C'est bon. Ok, top. Eh ben, merci à tous et puis je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.